Vous êtes nombreux à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Merci de nous préférer. Voici les titres de cette édition. Aujourd'hui, 2 novembre 2017, les professionnels des médias commémorent la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a effectivement démarré ce mercredi. Le chef de l'État a donné l'exemple. En interactualité, les dirigeants de l'Union africaine et de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont au Libéria pour une médiation dans le cadre du second tour de la présidentielle après les contestations des résultats du premier tour. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Eden Télévision. En collaboration avec ses partenaires, notamment le journal Éducation et l'UNESCO, l'Union des professionnels des médias du Bénin commémore ce jeudi la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. L'événement s'est déroulé en matinée à la Maison des médias Thomas Meillanson à Cotonou. Les participants étaient essentiellement composés des professionnels des médias, mais aussi des forces de sécurité publique, des professionnels du secteur judiciaire et des membres de la société civile. Au menu de cette commémoration, des conférences débats et des projections de témoignages de professionnels de la presse sur les faits de crimes contre les journalistes. Aujourd'hui, 2 novembre 2017, est aussi la fête des défunts, le jour où l'on devra se rendre au cimetière, poser des fleurs sur des tombes et prier pour ses proches qui sont passés de vie à trépas. Mais puisque ce jour n'est pas férié, les parents des défunts ont anticipé sur l'événement pour se rendre au cimetière depuis ce 1er novembre qui était une fête dite de Toussaint. Faut-il attendre chaque 1er ou 2 novembre avant d'entretenir le lieu de repos de ses parents défunts? C'est en tout cas le constat général et c'est ce que déplorent les gardiens de ce cimetière que nous avons visité. La fête des défunts, le 2 novembre, c'est dans quelques jours. Une occasion pour les vivants de se souvenir de leurs parents défunts. Ces défunts sont pour la plupart inhumés dans les cimetières dans nos villes. Mais le constat dans ces cimetières laisse à désirer. Les tombeaux sont laissés dans l'oubli total et c'est souvent à l'approche de la fête des défunts que la mairie ou certaines bonnes volontés font le nettoyage. Et si le Toussaint s'approche, les familles des défunts s'arrivent pour voir que la mairie a déjà sacré la maison. Les familles qui ont arrivé pour le moment maintenant à entretenir le tombeau des parents, c'est la maison de Majesté Roi Agassa. C'est leur famille seule que j'ai déjà trouvée pour le moment. En dehors de ces initiatives pour rendre propre les cimetières, les familles des défunts ne se présentent qu'à quelques jours de la fête des défunts pour faire le nettoyage. Si tout ça reste 3 jours, 4 jours maintenant, tu vas commencer par voir les familles des défunts vont commencer par nettoyer, faire de peinture et faire sacrage, nettoyage, tout ça là. Durant toute une année, les parents des défunts ne se soucient point de l'entretien des cimetières. Et c'est ce qui étonne les gardiens de ce cimetière. Normalement, les mais étant là de filles, ils doivent entretenir pour n'a voulu bourrer. Ils n'ont voulu bourrer. Pour eux, ils n'ont pas. On peut avoir une forêt. Bon, mais là, ils n'ont pas mais là, ils n'ont pas. Normalement, quand ils viennent enterrer leurs parents ici, ils doivent entretenir les tombeaux. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Le cimetière est abandonné au point de devenir une forêt. Les gens en parlent et c'est pas bien. Souvent, des femmes viennent nous voir, nous remettre de l'argent pour l'entretien. La mairie le fait aussi. Mais les parents des défunts ne taillent pas d'importance à cela. Parce qu'ils n'aiment pas, les gens n'aiment pas leurs défunts ici. S'ils aiment leurs défunts, le cimetière ne peut pas rester dans une forêt. Parce que sans la mairie, sans les autorités, moi-même ici maintenant je peux sacler à côté de tombe, à côté de la tombe de mon vieux, de mon papa, je peux sacler. Si l'autre la sacre, l'autre là aussi sacre, l'autre là aussi sacre, je vois que la maison sera bien propre. Nous sommes d'accord, sans autorité. Donc les gens qui ont amené leurs défunts ici n'aiment pas leurs défunts. Ceci appelle la responsabilité des uns et des autres. À quoi bon careler un tombeau et l'enjoliver si cela doit végéter dans la brousse?
Hier, 1er novembre 2017, les chrétiens catholiques ont célébré la fête de Toussaint, occasion pour l'Église d'honorer tous ces saints connus et inconnus. Cette fête vient rappeler à tous les fidèles la vocation universelle à la sainteté. Une célébration qui n'est pas à confondre avec la commémoration des défunts, qui est une fête qui se fête chaque 2 novembre, qui se commémore chaque 2 novembre. À l'occasion de la Toussaint, une équipe de notre rédaction a assisté à la messe dite à l'intention des saints par le Père Maurice Baboumi à l'église Saint-Michel-Archange de Bodjo à Calavi. Le père célébrant au thème de cette messe explique ici ce qu'est un saint, pourquoi la commémoration de la Toussaint et la différence entre la Toussaint et la fête des défunts. Suivez plutôt. C'est quelqu'un qui a vécu comme tout le monde, mais qui a vécu d'une manière particulière le commandement de l'amour de Dieu. Et donc, à sa mort, après sa mort, l'Église, après un certain nombre de processus, l'Église déclare celui-là saint et donc le propose à la dévotion universelle de tous les fidèles. Donc c'est tous ces saints-là rassemblés, aussi bien ceux qui ont été déclarés, donc canonisés saints, comme ceux qui sont encore dans l'ombre, qui ne sont pas encore canonisés, mais qui ont mené une vie exemplaire. C'est tout cela qu'aujourd'hui nous fêtons. Et c'est la fête de tous les saints. Et il y a une différence entre la fête du 1er novembre et du 2 novembre. La fête du 1er novembre, c'est tous les saints que nous fêtons en une seule fête. Par contre, le 2 novembre, c'est la commémoration des fidèles défunts. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce jour-là, l'Église nous propose de nous souvenir de nos défunts. Et dans quelle intention? Dans l'intention de prier pour eux. La différence, tout simplement, c'est qu'à la fête de tous les saints, nous demandons l'intercession des saints. Et nous nous engageons à imiter leur vie, à vivre comme ils ont vécu en imitant Jésus, pour que nous aussi, un jour, nous soyons dans la béatitude du ciel. Mais le 2 novembre, c'est notre intercession qui est demandée. Nous qui sommes vivants sur cette terre encore, nous pouvons prier pour ceux qui nous ont devancés, qui sont morts avant nous. Donc le 2 novembre, c'est la commémoration des fidèles défunts, la prière pour tous nos fidèles défunts qui nous ont précédés. Je vous l'annonçais en titre, prévu pour démarrer ce 1er novembre, le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP est une réalité. C'est du moins le constat fait par Laurent Roland Kodjotonenkes dans certains arrondissements sillonnés, notamment du 4e au 6e arrondissement. Des citoyens se sont massivement mobilisés pour sacrifier ou pour se faire enrôler. Dans le 4e arrondissement, au centre de perfectionnement des entreprises, le coordonnateur du RAVIP, Jean-Claude Arouanvoa-Ebla, et les chefs quartiers de Didier se sont confiés à notre équipe. Suivez. Comme vous le voyez, ici au CPPE, il y a l'affluence et ça a effectivement démarré et à ma grande joie. Les centres sont initialement identifiés et pourvus en personnel. Je ne peux pas comprendre qu'on dise que les gens vont au niveau des centres et ils ne trouvent personne. Maintenant, la nuance qu'il faut faire, ce n'est pas une opération électorale. Les gens peuvent volontairement quitter leur maison et aller dans les centres de vote. Ce ne sont pas les centres de vote qui sont retenus comme centre de collecte RAVIP. Donc je crois que la journée d'aujourd'hui, les frottements notés ça et là vont nous amener à recadrer les choses pour que tout aille bien. C'est une affluence que vous constatez là, donc les gens viennent. Malgré que c'est la première journée, les gens continuent de venir davantage. Et vous voyez sur le terrain, presque tous les chefs de quartier du 6e arrondissement sont venus pour constater ce qui se fait à Djidja ici. Et nous avons la chance d'avoir aussi à nos côtés le chef d'arrondissement qui s'est déplacé lui-même pour constater l'effectivité de cette opération. Donc je crois que nous sommes totalement disponibles pour accompagner l'opération. C'est une bonne initiative qui a été prise et je pense que nous, les chefs quartiers du 6e arrondissement, nous devons nous mobiliser
pour que vraiment cette opération réussisse dans le 6e arrondissement. Et d'ailleurs, depuis hier, et le CA, notre chef d'arrondissement, M. Yolonfou Denis, il nous a invités et il nous a demandé que nous sensibilisions la masse au niveau de nos quartiers afin que l'opération réussisse. Parlons toujours du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Le président de la République, Patrice Talon, et son épouse Claudine Benayon Talon se sont également prêtés à l'exercice hier à l'école urbaine centre de Guinkom. Le film, c'est avec Laurent Roland. Et environ 16h30. Nous sommes à l'école urbaine centre dans la circonscription scolaire de Cotonou-Lagune. Le préfet du littoral Modeste Toboula procède à quelques mises au point avant l'arrivée du chef de l'État Patrice Talon. Ce dernier est annoncé pour se faire enrôler dans le cadre du recensement administratif à vocation identification de la population RAVIP. D'autres présences se font remarquer, le président du comité technique de pilotage du RAVIP et le directeur général de l'INSAE. 16h54. Le cortège présidentiel fit son apparition. Le président de la République, Patrice Talon, est sur les lieux, accompagné de son épouse Claudine Benayon Talon. Après quelques salutations, le couple présidentiel prend quelques secondes pour se renseigner. Ensuite, direction les postes de recensement. Le président laissera son épouse passer en premier. Dans un calme total, la première dame, tout en souriant, répond aux questions de l'agent recenseur, comme pour le rassurer. Après elle, le président de la République prend siège et c'est dans une ambiance décontractée que tout se fera. Le président, comme à ses habitudes, était minutieux sur les moindres détails. Ils se dirigeront ensuite vers le second opérateur pour la finalisation. Ici aussi, le président de la République ne laisse aucun détail lui échapper. Dans un jeu de questions-réponses, il s'assure que tout y est. À 7h40, le couple présidentiel venait donc de se faire enrôler pour le RAVIP. Un exemple à suivre, donc par tous les citoyens. Merci bien. Félicitations. Vous me félicitez aussi, non? Le premier remaniement ministériel effectué par le chef de gouvernement béninois, Patrice Talon, ce vendredi 27 octobre 2017, fait réagir certaines centrales syndicales. Nous vous proposons d'écouter leur avis sur la nouvelle équipe. Je dois dire que tous on attendait le nouveau gouvernement depuis longtemps. Et quand on citait certains noms qui devraient arriver dans ce gouvernement, moi j'avais froid dans le dos. Eh bien, on a constaté que ceux qui sont dans son précaré, c'est fidèles parmi les fidèles, il les a gardés. On ne travaille qu'avec ceux en qui on a confiance. Et donc, il y en a 13 qui sont, il a gardé 13 de son gouvernement. Et puis, on a vu un clin d'œil à la jeunesse. On a vu que les grands ensembles qui le soutiennent, les gens sont venus. Mais là aussi, il a fait l'effort d'éviter que ce soit des politiciens de vieux, les vieux de la vieille. Un effort a été fait pour augmenter le nombre de femmes. Le ratio 4 sur 23 ministres, c'est insuffisant. C'est des gens d'un certain niveau, des gens qui ont des compétences et qui ont la qualité. C'est pour ça que nous, syndicalistes, quand ça, ils vont arriver, commencer par faire n'importe quoi, s'ils sont dans la politique de la ruse et de la rage, nous allons dénoncer, critiquer, parce qu'il faut critiquer pour qu'ils puissent comprendre que ça ne va pas. Les gens doivent tirer leçon de la gouvernance de Patrice Talon qui, effectivement, il met des gens qui sont à sa sorte, il ne met pas des hommes politiques qui peuvent donc lui porter ombrage. Si vous regardez, c'est pratiquement ça. Ceux qu'il a mis, les nouveaux venus, sont des gens très proches de lui. Ce sont des gens très proches de lui. Des gens qui ne peuvent rien lui refuser. Ce ne sont pas des gens qui sont venus là pour, disons, proposer quoi que ce soit. C'est des gens qui sont venus pour exécuter les ordres de Patrice Talon. Donc le peuple doit savoir qu'il ne doit s'attendre à rien de nouveau. C'est toujours la prédation des biens publics. Les réformes qui, en fait, remettent fondamentalement en cause même la souveraineté du pays. Restons toujours collés au remaniement ministériel, mais cette fois-ci pour parler de l'analyse que l'on peut faire de cet remaniement opéré par le président Patrice Talon. Vous suivrez le docteur Nathaniel Kitty, enseignant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, et notre confrère Marcel Zoumenou de la Nouvelle Tribune. Ce qui prend, c'est la sortie du ministre Huitor
et du ministre Koupaki. D'ailleurs, l'un a été immédiatement récupéré au poste de secrétaire général avec le protocole et les avantages liés à celui de ministre d'État. En tout cas, on n'a pas d'éléments matériels qui puissent nous permettre aujourd'hui d'expliquer la sortie du ministre Lazare Serouitorsi. De loin, je vois un ministre qui a fait de son mieux pour Fioda. Par contre, on a vu quand même qu'il y a d'autres ministres qu'on pouvait faire sortir et qui sont maintenus. Patrice Talon a décidé de faire confiance à des gens qu'il connaît, pas forcément des gens que les partis lui ont proposés, mais des gens qu'il connaît dans les partis et qui lui sont favorables. Les entrées dont il est question sont des entrées maigres. Ils ne sont pas appelés à diriger un ministère de souveraineté. La plupart des ministères de souveraineté sont détenus par le camp de la rupture initiale. Non, moi je vois plutôt Madame Bintou comme étant représentant de l'Union fait la nation, qui est une grande coalition, que de celui du PSD. Les protagonistes sont en procès, donc il a été prudent. On constate qu'il y a l'absence de la RB. Bon, pour le cas de la RB, cela se comprend aussi, étant donné que les deux camps sont en procès et que le procès n'a pas encore un dénouement. J'ai constaté que le chef d'État a renforcé sa position dans le septentrion. Cette fois-ci, on note l'entrée de 3 ministres qui s'ajoutent aux 4 qu'on avait, ça fait 7 ministres. Les nouveaux ministres qui sont venus renforcer les positions dans certaines circonscriptions où le chef d'État suppose qu'il aurait des problèmes dans les mois ou bien les années à venir. Je parle de la 8e circonscription avec l'arrivée de Sama Dambi. Vous savez que la 8e circonscription, c'est la circonscription de Parakou, où on entend parler du retour de l'ancien président Boniaï. Et il y a également d'autres députés qui renforcent les circonscriptions de Malanville, et il y a également un autre ministre qui vient renforcer la circonscription de Natitengu. Et donc, il y a un souci d'être beaucoup plus influent dans le septentrion. Le deuxième chose là qui se dégage, c'est le retrait de tous les ministres qui ont été proposés par Sébastien Adjamon. Cela se comprend aisément du moment où il est en contradiction flagrante avec le chef de l'État, du moment où il y a déjà depuis plus d'1 an la rupture dans la rupture, il va sans dire qu'au remaniement, ces ministres sortent. Moi, je pense que ce qu'il faut saluer peut-être dans la formation de ce gouvernement, c'est d'avoir réussi à augmenter le nombre de femmes et d'avoir réussi aussi à faire confiance à la jeunesse. TIC pour fermer la page Nation de cette édition au lendemain de l'avènement des téléphones Android. Les cybercentres, dans leur majorité, ont fermé boutique. Et d'autres qui subsistent encore font face à la réduction de leur chiffre d'affaires. Et là, c'est déjà un exploit que d'exister. Comment font-ils? Élément de réponse dans ce reportage. Par jour, on peut voir au moins 10 clients. Voir ce nombre dans un cybercentre après l'avènement des téléphones Android et smartphones est un réel luxe. D'ailleurs, il faut avoir survécu à cet assaut. Beaucoup ont mis les clés sous la porte. Ici, à l'arrêt Vive à Cotonou, ce cyber fait donc son show. Il a le monopole. C'est le seul cyber qui se trouve dans la zone. Et si ce cyber existe encore, c'est parce que la formule a été bien trouvée. Il est niché dans un restaurant. Il y en a qui viennent en naviguant, demandent café, espresso. D'autres demandent shawarma, pizza. D'autres, et après avoir navigué, il y a leurs amis qui viennent les voir et ils se déplacent là pour aller manger. Appâter les clients avec le confort pour survivre face à la concurrence des smartphones ne suffit pas. Ici, nous avons une connexion au débit et même le disent souvent. Ici, le tarif c'est à 500 l'heure. D'autres personnes disent que c'est cher. Bon, lorsqu'ils se mettent à travailler, ils trouvent que la connexion est bonne. Bon, c'est bon, ils ne disent plus rien. Et ça marche. Certains clients s'abonnent, comme Fortuné, très régulier dans ce cyber depuis 5 ans. Et bien que j'ai un téléphone portable qui me permet de naviguer, de télécharger des documents et tout, il est plus aisé pour moi de travailler au cybercafé parce qu'au cyber, j'ai un débit plus intéressant.
j'ai un peu plus d'aisance à travailler, à télécharger, à faire des recherches. Étant consultant, je fais beaucoup de recherches, je conçois beaucoup de documents et j'ai beaucoup de correspondants à la fois. Alors que si, avec mon téléphone, il me faut activer un forfait, et ça s'épuise très rapidement, le résultat n'est pas aussi intéressant que quand on vient au cybercafé. Ça fait quand même plus de 3 ans que j'ai une clé de connexion. Je me connecte à la maison. Je travaille tard la nuit et tôt le matin, donc avec ma clé, je peux travailler. Mais quand je veux télécharger beaucoup de documents et autres, je m'oblige, j'ai pas le choix que de venir au cyber. J'ai même aussi une connexion au bureau, mais ça flotte. Nous continuons notre tournée dans les cybercentres de Cotonou. Ici, à la cité Ouiho, ce cyber frappé par la tendance des téléphones Android a dû casser ses prix pour maintenir la moitié de sa clientèle. Depuis 3 ans que je suis ici, je veux dire que l'affluence a complètement chuté. Ce n'est plus comme avant. En temps, souvent si nous avions 10 personnes, mais aujourd'hui maintenant on peut dire qu'on a chuté jusqu'à 5 personnes. Quand nous ne viennent plus, on est dû de diminuer encore le prix pour avoir un peu de choses là. C'est ce qu'on a dû faire. Une réforme qui a permis à ce cyber de ne pas fermer avec des clients qui ont eux aussi bien besoin de cet espace de travail pour des raisons professionnelles. Vous pouvez vouloir imprimer un document. Par exemple, moi je suis venu imprimer un billet d'avion sur Dubaï. Donc ce que vous ne pouvez pas faire sur votre smartphone, à moins que vous ayez une imprimante à la maison avec un câble, vous pouvez le faire. Secondo, il y a la qualité de la connexion qui est offerte par nos réseaux GSM. C'est de n'importe quoi. Vous activez le forfait, vous êtes là, tantôt ça vient la connexion, tantôt ça part. La connexion n'est pas stable. Je suis analyste programmeur, je programme des sites web, des virus, des logiciels de toutes sortes. Donc quand j'aurai besoin de faire ça, il me faut une bonne connexion. Vu que les smartphones ne pourront pas supporter les applications dont nous aurions besoin pour accomplir les tâches données par... La fermeture des cybercafés et leur baisse de fréquentation ne sont pas seulement dues à l'avènement des smartphones et la mauvaise qualité de la connexion Internet. Certaines personnes ont simplement fui les cyberespaces par peur d'être confondues aux cybercriminels. Sur le continent, les dirigeants de la CEDEAO et de l'Union africaine sont au Libéria pour garantir la médiation entre les dirigeants des principaux partis politiques afin de s'assurer que le second tour des élections aura lieu. La Cour suprême du Libéria a convoqué la Commission électorale nationale NEC pour une audience ce jeudi après avoir été saisie par 3 partis contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Hors du continent, à Williamstown, petite ville du bassin industriel de la Virginie occidentale, le chômage est en baisse. L'usine des camions japonais locale a grandi et l'optimisme est de retour. Une embellie amorcée bien avant Donald Trump, mais que des habitants lui attribuent volontiers. Reportage. Cette usine d'assemblage automobile fait la fierté de Williamstown en Virginie occidentale. Inno Motors, une filiale de Toyota, emploie 300 personnes. L'entreprise doit bientôt agrandir ses installations et en embaucher 250 de plus. Inno Motors est en constante croissance depuis 10 ans. Pourtant, de nombreux habitants n'hésitent pas à attribuer cette prospérité économique à Donald Trump. Il a fait beaucoup de choses pour aider l'économie. Nous sommes bien mieux lotis qu'avant les élections. 70% du comté a voté pour Donald Trump l'an dernier. Et selon les sondages, l'engouement n'a pas baissé. Pour la maire de la ville, comme pour beaucoup de ses administrés, cette stabilité s'explique davantage par la confiance retrouvée depuis que Donald Trump est au pouvoir que par une action précise du président. Si vous regardez votre compte retraite, peu importe ce que vous pensez du président Trump, votre compte est en hausse et il a augmenté, et que ce soit grâce à lui ou non, les gens devraient être plus heureux, et je pense qu'ils le sont. Ce syndicaliste dans le bâtiment, en revanche, n'hésite pas à attribuer la popularité de Donald Trump aux années Obama. L'économie allait dans la bonne direction avant les élections. Il en récolte peut-être les bénéfices. Pour de nombreux partisans de Donald Trump, si certaines politiques mises sur la table par le président bloquent, c'est davantage la faute des médias et d'un congrès déloyal. Nous allons dans la bonne direction, c'est mieux que l'alternative. Il y a des choses qu'il ne fera pas parce que les gens ne le laisseront pas faire.
C'est en partie de sa faute, mais en même temps, il n'y aura jamais personne qui mettra tout le monde d'accord. Un an après l'élection présidentielle, à Williamstown, de nombreux électeurs ont déjà promis qu'ils voteront Donald Trump en 2020. Quand de riches étrangers ont atterri en hélicoptère sur leur île, 5 des 6 habitants d'Ulva en Écosse ont bien craint voir leur mode de vie touché à sa fin. Ils ont donc décidé d'acheter l'île. Depuis plusieurs mois, l'horizon s'est assombri pour les 5 habitants de l'île d'Ulva. Situé au large de l'Écosse, ce petit bout de terre de 12 km² vient d'être mis sur le marché par son propriétaire, héritier d'une famille d'aristocrates qui l'a possédé depuis plus de 70 ans. Prix de vente, 4,5 millions d'euros. De quoi susciter la convoitise d'acheteurs venus notamment de Russie et du Moyen-Orient. Mais les habitants de l'île espèrent réunir eux-mêmes la somme. L'offre que nous faisons en tant que communauté nous assure une certaine sécurité sur notre avenir, que nous n'avons pas pour le moment. Cela permet aux gens qui vivent ici d'avoir leur mot à dire sur leur futur, mais aussi de participer au développement de la communauté, de rester sur l'île pour créer un futur qu'ils n'auront probablement pas si elle était achetée par quelqu'un d'autre. Acheter son île, ce n'est pas une première en Écosse. Il y a 20 ans, les habitants d'Aig ont pu réunir les fonds nécessaires grâce à l'intervention d'un mécène anonyme. Aujourd'hui, la communauté est en plein développement. Tout doucement, les habitants de l'île se sont sentis rassurés sur leur avenir. Beaucoup de jeunes sont venus s'installer ici et ils commencent à avoir eux-mêmes des enfants. On a vraiment l'impression que tout ça reprend vie et je pense que c'est lié au fait qu'on ait acheté Aig. Un exemple que comptent bien suivre les habitants d'Ulva qui craignent de devoir plier bagages en cas d'échec. Grâce à une loi adoptée l'an dernier, la vente de l'île a été temporairement suspendue pour leur laisser le temps de réunir la somme. Ils comptent notamment sur le soutien du gouvernement écossais ou d'investisseurs privés. Il ne leur reste que 7 mois pour faire une offre. Dans tout autre registre, la flamme olympique est arrivée en Corée du Sud ce mercredi à 100 jours de la cérémonie des Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang sur fond de vente de billets peu élevés et de menaces nord-coréennes. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.